Depuis plus de 15 ans, sur des tribunes diverses, j'avais tenté d'alerter sur l'avenir noir de la démographie médicale. Et dès l'an 2000, l'URML, l'Union régionale des médecins libéraux, a lancé une grande enquête sur le devenir et les devoirs des professionnels et les désirs des professionnels de santé. Sous l'impulsion de son président, le docteur Antoine Leuveneur, un dynamisme novateur s'est imposé avec la volonté d'aboutir à des propositions concrètes des médecins libéraux se voulant responsables de la santé de leurs concitoyens. Et c'est ainsi que dès 2005-2006, Antoine Leuveneur, Gilles Tonani et Françoise Dumay, médecins inspecteurs, avec l'aide de l'État, le soutien de l'Ordre des médecins, ont créé des maisons de permanence des soins qui ont rapidement couvert tout le Calvados. L'étape suivante fut la création de ces PSLA, pôles de santé libérale et ambulatoire, avec l'aide, là encore, de l'État, de toutes les collectivités, dans un cadre de schéma régional pour toute la Basse-Normandie. Et c'est pour cette raison que vous êtes ici ce jour. C'est une réponse parmi d'autres, mais est-ce suffisant pour assurer à tous des soins de premier recours? Monsieur le Président, nous entendrons Christophe Erlacher. C'est un jeune médecin qui vient de terminer son internat de médecine générale. Il évoquera avec vous les problèmes de formation. Le docteur Piton, installé à Orbec depuis 19 ans, président de l'association du pôle de santé et président du club de karaté, soulignera la place des personnels paramédicaux dans ce travail pluridisciplinaire. Le docteur Piton traitera de la genèse du projet de ce pôle de santé. Madame Isabelle Alvino, infirmière libérale, installée, elle, depuis 19 ans dans l'agglomération caennaise, possédant un DESS de gestion des entreprises et ancienne présidente du SNIL, soulignera la place, elle aussi, des personnels paramédicaux. Le docteur Stéphanie, 62 ans, est installé en médecine générale depuis 32 ans. C'est un ancien interne des hôpitaux périphériques, excellente formation pour la médecine générale. Il évoquera la vie quotidienne du médecin et dressera un tableau des difficultés administratives dans lesquelles beaucoup de nos confrères se reconnaîtront. Enfin, Madame Carole Petit, mère de 3 enfants, vous parlera de ses attentes en tant que patiente et vous demandera quelles assurances vous pouvez lui donner pour l'avenir. Hasard du calendrier, Monsieur le Président. En cette journée mondiale du sida, on mesure l'importance et la place du médecin généraliste en matière de prévention, d'information et de conseil. Aussi, notre question qui va guider nos débats est la suivante, Monsieur le Président. Comment voyez-vous l'avenir de la médecine de proximité, notamment dans les zones rurales? Cher Claude, merci de cet accueil. Monsieur le maire d'Orbec, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être dans, j'ose pas dire ce village, cette ville, cette petite ville, je veux prendre le mot le plus valorisant, mais dans cette Normandie que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Et j'ai choisi de venir accompagner des ministres, Xavier Bertrand, qui a vraiment toute ma confiance pour cette mission essentielle que nous lui avons confiée avec François Fillon, avec Nora Béra, qui est à ses côtés, et Elisabeth Hubert, qui a fait un rapport remarquable. Quel est pour répondre à la question de votre député, Claude Letertre, quelle est notre idée? L'idée est la suivante. On a, sur les 3 premières années de mon mandat présidentiel, consacré beaucoup d'énergie à réformer l'hôpital qui se trouvait confronté à des problèmes de gouvernance, le pouvoir étant disséminé entre tant d'acteurs que tout le monde avait le pouvoir de dire non et personne n'avait le pouvoir de dire oui. Des problèmes également financiers, puisque 69% des hôpitaux avaient un budget en déficit. Des problèmes considérables d'amont et d'aval dans l'hôpital, puisque en aval, comme il n'y a pas assez de soins de suite et de maisons médicalisées
certaines personnes restent trop longtemps à l'hôpital, bloquant des lits, alors que l'hôpital, c'est la phase aiguë de la maladie, et des problèmes aux urgences, puisque maintenant le réflexe, c'est dès qu'il y a un problème d'aller aux urgences de l'hôpital. Ce qui fait qu'on a un hôpital qui reçoit trop de monde en amont et qui garde trop longtemps des personnes qui s'y trouvent en aval. Donc nous avons dû d'abord nous atteler à ce problème gigantesque de l'hôpital, où il y avait par ailleurs des problèmes statutaires considérables pour le demi-million d'infirmiers et d'infirmières qui existent en France, et où j'ai trouvé des sujets considérables comme les heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées. On a réglé tous ces problèmes. Il a fallu ensuite se poser la question de la cohérence de notre politique de santé, et c'est l'installation des agences régionales de santé qui ont maintenant compétence à la fois sur l'hôpital et la médecine de proximité, parce que c'était une perte d'énergie et d'efficacité bien française que d'opposer l'hôpital à la médecine de proximité, alors qu'ils doivent travailler ensemble. Pourquoi travailler ensemble? Parce que c'est le même patient. C'est le même patient. Et que chacun d'entre nous, dans sa vie, on a à connaître ou on aura à connaître de la médecine de proximité et de l'hôpital, que d'ailleurs, les médecins de proximité, un grand nombre sont passés pour leur formation à l'hôpital. Et donc, organisé comme c'était auparavant, il y avait une opposition entre les uns et les autres. Avec les agences régionales de santé, on crée les conditions d'un lieu unique pour décider de l'organisation de la santé dans une région. Mais c'est vrai que dans le même temps, on n'a pas donné assez priorité à la question de la médecine de proximité. On ne sait d'ailleurs pas trop comment l'appeler. On aurait appelé médecin de ville. Ah oui, mais la campagne. On aurait appelé médecin libéral. Ah oui, mais il y en a beaucoup qui sont salariés. On aurait appelé médecin généraliste. Ah oui, mais il y a d'autres professionnels, ils ne sont pas tous médecins généralistes. J'ai vu des... Non. Donc, allons pour la médecine de proximité. Et cette médecine de proximité, j'ai bien conscience qu'elle est face à une crise identitaire. Les professionnels de santé aiment profondément leur métier et sont conscients de l'importance capitale de leur mission. Mais je suis persuadé qu'ils ne sont pas à l'aise avec les conditions d'exercice de leur métier aujourd'hui. C'est ce que je me fais comprendre. Ils aiment leur métier, ils ont la vocation, ils sont prêts à se dévouer pour le patient 10-14 heures par jour, mais ils ont un problème identitaire, un problème de formation, notamment de formation continue, un problème de responsabilité, ils ne veulent plus être seuls, des problèmes considérables de temps consacré à la médecine par rapport à des temps consacrés à l'administratif, des problèmes liés à la conception, on y reviendra, qu'ils ont et qu'on doit avoir de leur rémunération. Il y a quelque chose d'humiliant tous les 5 ans, au moment de la négociation de la convention, de savoir si un médecin doit être payé 22 € la consultation au lieu de 23, ou 23 au lieu de 22. Donc c'est vraiment un problème identitaire. Et si j'ai choisi en tant que chef de l'État de m'engager aux côtés du ministre en charge de ces questions, c'est parce que j'ai conscience que ça va au-delà du seul domaine de son ministère. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France, 210 000, et jamais il y a eu autant de régions, dont la vôtre, qui ont été sous-représentées médicalement. On ne peut pas continuer comme ça. Notre système est fondé sur la liberté et doit continuer sur la liberté. Le patient choisit son médecin. Le médecin choisit le traitement. Et le système public solvabilise en quelque sorte la demande, c'est la sécurité sociale. On ne donne pas d'ordre au médecin sur le traitement. On ne donne pas d'ordre au patient sur le choix du médecin. Mais en même temps, on ne peut pas avoir les médecins qui vont vers les mêmes formations. Aujourd'hui,
On a de grandes difficultés à avoir des anesthésistes ou des obstétriciens. Aujourd'hui, certains quartiers de nos villes ont une surdensité médicale et d'autres régions et d'autres spécialités n'ont pas de titulaire. Je suis persuadé que la coercition ne marche jamais. Mais l'incitation peut marcher. Donc, sur la base du rapport que nous a remis Elisabeth Hubert, qui a fait un travail de concertation extrêmement approfondi, Xavier Bertrand, aidé de Nora Béra, va s'atteler à la mise en place des principales propositions. Je voudrais vous dire une chose. Nous allons aller dans la concertation, mais très vite. Pourquoi très vite? Parce que vous ne pouvez pas attendre, car les décisions qu'on prend en matière de santé, si je prends le seul exemple des médecins, c'est 10 ans de formation. C'est un grand navire. Donc il faut prendre la décision très rapidement, en sachant qu'elle n'aura des conséquences positives que dans quelques années. Et c'est pour ça qu'il faut aller vite. Et il faut aller vite parce que le monde de la santé en général, et particulièrement le monde médical, est aujourd'hui en situation de défiance à l'endroit de tous les politiques dont ils estiment qu'il y a eu beaucoup de discours et peu de décisions. J'emploie des mots forts, hein, mais c'est ce que je pense, profondément. Et face à une crise identitaire, car c'est bien une crise identitaire, nous devons agir vite, vite. C'est-à-dire que, dans mon esprit, les premières décisions seront prises avant la fin de l'année. Oui, je parle aux professionnels de la santé qui sont ici. Avant la fin de l'année. On n'aura pas tout fait avant la fin de l'année, naturellement, mais je souhaite qu'on ait pris toutes les décisions concernant la médecine de proximité en 2011. Donc, vous n'aurez pas longtemps à attendre avant de voir la détermination réelle du gouvernement en la matière. Et je me ferai juste une dernière remarque, parce qu'il y aurait tant d'autres choses à dire, Claude, hein, excusez-moi. Je voudrais absolument, ne croyez pas que c'est une marotte chez moi, mais faire comprendre à nos compatriotes que l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Et que ce qui est bon pour Orbec n'est pas forcément adapté à la banlieue parisienne. Et réciproquement. Donc que la modernité de l'organisation de notre système de santé, c'est de prévoir des schémas différenciés, pas forcément les mêmes. Je suis très attaché à l'exercice libéral des professions de santé, des professions de santé. Dans libéral, il y a liberté. Dans liberté, il y a choix. Donc on ne peut pas vouloir conserver un système libéral et n'avoir comme seule idée que de plaquer un seul schéma, une seule organisation et d'empêcher le choix. Il y a parmi vous des professionnels qui voudront travailler à mi-temps, d'autres dont le rêve, et il est respectable, c'est de faire des remplacements pour être salariés. Mais d'autres qui veulent travailler en équipe, monter un cabinet et réussir une aventure qui n'est pas simplement une aventure médicale, qui peut aussi, c'est pas un gros mot, être une aventure entrepreneuriale. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux dire que c'est dans la dimension de l'exercice libéral, il y a la nature du métier que l'on fait, et puis il y a la dimension quasiment entrepreneuriale du cabinet que l'on crée, hein, qui est au cœur de ce qu'on a appelé l'exercice libéral de la profession. Alors on me dit, mais beaucoup de jeunes ne sont plus intéressés par ça. Mais oui, évidemment, parce qu'on a tout fait pour tuer l'esprit libéral de l'exercice de la profession. Donc on en a détourné des gens. Mais moi, je pense aussi que tous les médecins, tous les infirmiers, toutes les infirmières, tous les kinés ne souhaitent pas être fonctionnalisés ou être salariés. Certains le souhaitent. Ne portons pas de jugement, mais tous ne le souhaitent pas. Hein, vous voyez? Donc,
En résumé, on va décider vite. J'ai vu de près les résultats des élections médicales, mais je voudrais qu'on discute avec vos organisations syndicales, mais aussi avec les médecins, mais aussi avec les infirmiers, qu'on ne s'enferme pas seulement dans un dialogue institutionnel, que tout le monde puisse dire, mais je ne veux pas qu'on annonce 20 commissions dont on rendra les rapports dans 1 an et demi, c'est-à-dire au moment d'une élection, puisque paraît-il il y a une élection, et on dit, ah ben on fera après l'élection. Non, on fera avant. Et chacun à ce moment-là portera un jugement. Voilà ce que je tenais à vous dire, et je voudrais en terminant dire à Claude combien je le remercie d'avoir évoqué la journée mondiale de lutte contre le sida. Parce que contrairement à ce qu'on entend dire, l'épidémie de sida se poursuit. Il y a 7000 nouvelles contaminations par an. Et laisser à penser à nos compatriotes, et notamment aux plus jeunes, que c'est terminé, c'est un comportement irresponsable par rapport au devoir qui est le nôtre de convaincre nos jeunes de faire attention avec la prévention. Voilà. Et quand on laisse croire que c'est terminé, que c'est derrière nous, parce que les médecins ont fait des progrès considérables, on met en danger des jeunes en leur laissant à penser qu'ils n'ont pas l'obligation de se protéger, de se prémunir et d'avoir un comportement qui évitera que leur vie soit bouleversée par la maladie. Hein, c'est pas un sujet drôle, c'est pas une marotte, c'est une épidémie qui n'est pas terminée. Voilà. Et tant mieux si la médecine a fait des progrès, et tant mieux s'il y en a moins qu'avant, mais 7000 de plus, imaginez ce que ça signifie pour 7000 familles d'avoir un de ses membres qui a la maladie. J'ajoute que sur les un peu moins 150 000 personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui, il y en a près de 50 000 qui ne savent pas qu'ils sont porteurs de la maladie. Donc j'aimerais qu'on... 50 000 personnes qui se mettent en danger elles-mêmes et qui mettent en danger la vie des autres. Se mettre en danger soi-même, c'est déjà absurde, mais mettre en danger la vie des autres. Voilà. Donc je tenais à marquer le début de cette table ronde, parce que la mission de santé publique, c'est quelque chose qui compte. Voilà. C'est pas une lubie médiatique, c'est pas un problème anecdotique, c'est un problème et une question absolument cruciale. Merci, cher Président, parce que vous avez, comme toujours, posé le bon diagnostic. Vous avez déjà défini presque les moyens thérapeutiques et vous allez bientôt faire l'ordonnance, si j'ai bien compris. Le malade n'est pas encore guéri, mais il est sur la bonne voie. Donc, pour commencer à illustrer, je vais donner la parole à Christopher Lachère, qui a des questions en tant que jeune médecin. Donc déjà, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Donc, après mes premières années d'études en région parisienne, j'ai décidé de poursuivre mon cursus en Normandie afin de m'y installer en tant que médecin généraliste. Donc, je vais d'ailleurs rejoindre prochainement le centre médical d'Honfleur pour poursuivre ma carrière. J'ai été formé au centre hospitalier d'Alençon, puis au CHU de Caen, et j'ai enfin pu découvrir la médecine générale lors de mon stage chez le praticien, chez les docteurs Piton et Zaouch. Alors, j'ai choisi le stage d'Orbec pour vraiment découvrir la réalité de la médecine rurale. J'étais intéressé par les spécialités d'organes, mais je l'étais encore plus par la médecine générale, de par ses préoccupations des patients dans leur globalité et comme étant la seule spécialité, à mon sens, permettant un réel suivi dans la durée de nos patients. Lors de la formation, j'ai été confronté aux difficultés d'un enseignement que je trouvais particulièrement tourné vers l'hospitalier.
pas assez vers la médecine de ville. Et malgré les améliorations apportées ces dernières années, notamment avec le passage à la spécialisation, je perçois encore un franc décalage entre notre formation et la réalité de la pratique de la médecine générale au quotidien, dans nos cabinets et a fortiori en médecine rurale. En effet, l'essentiel de la demande de soins se situe en extra-hospitalier, comme le montrent les études. C'est pourquoi j'aimerais pouvoir sentir un réel soutien de la part de ma hiérarchie et de l'équipe gouvernementale pour passer des mots aux actes afin de renforcer la médecine de première ligne, de proximité comme vous l'appelez, pour pouvoir assurer des soins de première intention de meilleure qualité, renforcer le partenariat entre les médecins généralistes et leurs collègues spécialistes de première de ville, mieux exploiter les réseaux de soins, développer l'hospitalisation à domicile et, dans un avenir proche, la télémédecine, qui sont des outils qui vont devenir de plus en plus nécessaires à notre pratique en ville. Et la Basse-Normandie étant particulièrement une région engagée dans cet objectif. Le problème, vous le citiez quand même, c'est le problème de la densité médicale qui va rester préoccupant dans les 5 prochaines années. Donc, Monsieur le Président, mes jeunes confrères et moi-même voudrions savoir ce que vous comptez faire pour encourager le choix de nos futurs collègues vers la médecine générale. Mais, docteur, il faut que les patients, nos compatriotes, comprennent que notre système de santé repose sur 2 jambes. Une offre hospitalière et une offre libérale. C'est capital de garder ces 2 offres. Si tout le monde va à l'hôpital pour tout, on va détruire l'hôpital, qui ne peut pas faire face à cela. Vous comprenez bien, ce n'est pas possible. L'hôpital, c'est le moment de la crise aiguë de la maladie. Pour les CHU, c'est le moment de la formation, bien sûr. Hein, mais c'est le moment aigu de la maladie. Il faut donc absolument garder une offre libérale, je n'y reviens pas. Les chiffres sont catastrophiques. Il y a 25 ans, on s'installait en médecin généraliste, s'installait à 30 ans. 25 ans après, on s'installe à 37. Plaignons-nous après du vieillissement de l'offre médicale de proximité. Voulez-vous 37 ans. Pire, nous avons aujourd'hui, sur 10 internes sortant de l'hôpital, avec cette excellente formation, sur 10 internes, il y en a un seul, vous vous rendez compte, qui s'installe en cabinet libéral. Un seul. 10%. C'est-à-dire les médecins les mieux formés, hein, qui font leurs études, qui font l'internat, voilà. Un seul va s'installer sur 10 en libéral. Autant dire que notre offre sur 2 jambes, avec des chiffres pareils, périclitera. Troisième remarque, qui est assez extraordinaire, un médecin sur 9 années de formation va faire 6 mois en cabinet libéral et 8 ans et demi à l'hôpital. Étonnez-vous après qu'il ait envie de rester à l'hôpital. Enfin, pardon, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre que si la totalité de la formation, enfin moi ça me passionne, mais je sais qu'il y a beaucoup de professionnels ici, mais vous comprenez bien que même ceux qui ne sont pas professionnels sont concernés, parce que c'est votre santé. Que si vous formez quelqu'un pendant 9 années d'études, qu'il y en a 8 et demi que vous passez à l'hôpital, forcément ça conditionne votre avenir professionnel que vous ne voyez qu'au travers du prisme de l'hôpital, puisque vous ne connaissez pas l'exercice libéral. Or, je conteste l'idée, qu'on ne soit bien formé qu'à l'hôpital. Nulle critique de l'hôpital, naturellement, qui reste un lieu irremplaçable. Mais, un jeune interne, un jeune externe, dans un cabinet libéral, auprès d'un médecin généraliste ou autre, apprend beaucoup sur la médecine. Il apprend notamment l'humanité,
le diagnostic, je ne dis pas qu'on n'apprend pas l'humanité diagnostique à l'hôpital, naturellement. Dans ma situation, je veux me fâcher avec personne. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un manque de considération pour les médecins de proximité que de ne pas concevoir qu'un jeune médecin peut apprendre fantastiquement aux côtés d'un professionnel qui va aligner 25, 30 consultations dans la journée de tous les sujets possibles et imaginables. Ça, pardon, on ne le trouve pas à l'hôpital de la même façon. Donc, alors, à partir de ce... Enfin, c'est ce que je pense profondément encore une fois, je ne remets nullement en cause la qualité de nos hôpitaux qui est exceptionnelle, mais c'est toujours le travers français. On va d'un coin à l'autre, sans mesure, avec excès et en oubliant nos fondamentaux. Alors, à l'intérieur de la médecine libérale, on a le problème de la médecine générale. C'est terrible maintenant parce que dans tous les métiers, on vous envoie un spécialiste. Bon. Et puis, débrouillez-vous, une fois que vous avez l'avis de 5 spécialistes, il faut que vous demandiez à un autre qui va faire la cohérence et la synthèse de ce que vous ont dit les 5 spécialistes. Parce que vous êtes perdu. Enfin, moi, quand j'étais jeune, c'est quand même pas le Moyen-Âge, on avait le médecin de famille, ce qu'on appelait, ça paraît totalement démodé, excusez-moi, on n'était pas plus malheureux pour ça, on avait le médecin de famille. Et quand il y avait un problème, on avait confiance dans le médecin de famille. Vous voyez, hein? On avait confiance dans ce médecin. On allait le voir. Bon. Il faut réhabiliter la médecine générale. Alors, en 2007, à l'université, en tant qu'enseignant titulaire, il y avait 122 postes pour la médecine générale. Ça en dit long. Ça en dit long. Nous avons plus que doublé le nombre de postes, puisqu'il y en a 248 aujourd'hui. Nous voulons complètement réhabiliter la filière de médecine générale, parce que vous comprenez que tout est lié. S'il n'y a pas d'enseignants de médecine générale, comment voulez-vous que des jeunes aient envie d'y aller? Et si on considère que la médecine générale, si on fait avec la médecine générale, pour dire clair, ce qu'on a fait avec la filière littéraire au lycée, il ne faut pas s'étonner. Ce qui fait que maintenant, celui qui est passionné de lettres et qui est bon élève, on l'envoie en C ou en S. Voilà. Bon. La médecine libérale, c'est une spécialité qui est parfaitement digne et qui doit être considérée au même titre que les autres spécialités. Alors, nous allons pour ça augmenter le nombre de maîtres de conférences et surtout, ce que je souhaite, c'est que nous puissions aider les médecins installés à accueillir les internes. Aujourd'hui, on a 3500 maîtres de stage, il y a 210 000 médecins, on a simplement 3500 maîtres de stage, il nous en manque, il nous en faudrait 2 fois plus. Voilà. Et c'est pour nous, et vraiment je demande à Xavier de voir ça, une priorité absolue que de se dire que dans la formation, dans le cursus du futur médecin, le passage d'un cabinet aux côtés d'un médecin de proximité, médecin généraliste, soit une obligation, parce que naturellement, quand le jeune interne ou le jeune externe passe plusieurs mois aux côtés d'un médecin de proximité et d'un médecin généraliste, il a envie ensuite lui-même de reproduire la même expérience que Siagoni. Si on ne le voit jamais, son horizon, c'est le chef de service à l'hôpital. Vous comprenez, c'est pas une décision révolutionnaire, mais elle peut absolument tout changer. Je souhaite qu'on augmente pendant l'internat les périodes en cabinet libéral, et je souhaite également l'alignement des conditions de recrutement des maîtres de conférences des enseignants de médecine générale sur celles des autres disciplines. Il n'y a aucune raison que les conditions soient moins bonnes pour la médecine générale
que pour les autres disciplines. Voilà. Et docteur, je pense qu'avec ça, on va redonner envie aux jeunes. Il y a d'autres choses que je dirais, mais on va redonner, partons de la formation, redonnons-leur envie de s'installer en libéral, redonnons-leur envie de faire de la médecine générale, revalorisons la médecine générale, et dans quelques années, on aura les fruits de ce qu'on fait. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas aller dans un système où bientôt il y aura 0 interne qui veulent devenir médecin généraliste sur 10. C'est pas possible. Voilà. Hein, j'ai essayé de vous répondre le plus précisément possible, mais pour moi, c'est une priorité absolue. Monsieur le Président, vous avez compris, on est fiers de ce pôle de santé libérale et ambulatoire qui devrait s'appeler le pôle Antoine Leveneur. Mais c'est surtout, si vous voulez, pour les gens qui sont ici présents, je pense qu'on est tellement fiers qu'on a envie de savoir comment il s'est créé et comment on peut résoudre les difficultés restantes. Et si vous le permettez, je vais donner la parole à Annie Piton, qui est le médecin qui a participé à cette construction. Monsieur le Président, vous nous faites vraiment un grand honneur de venir visiter notre pôle de santé. Et donc, je ne vais pas revenir sur le fonctionnement du pôle que j'ai pu vous faire découvrir lors de la visite. Par contre, donc, je vais vous parler un peu de la genèse du pôle et effectivement des projets thérapeutiques. Donc, le pôle, on a mis à peu près 3 ans et demi à le concrétiser. Et c'est un délai quand même très court pour un projet de telle envergure. Et ceci grâce à la collaboration étroite qu'il y a eu entre les professionnels de santé et la communauté de communes. Et bien sûr le soutien actif de l'URCAM, qui maintenant fait partie de l'ARS, de l'URML et de tous des pouvoirs publics à tous les niveaux. Alors ce que nous voudrions aussi, le problème qui reste, c'est la gestion du pôle que nous voudrions paritaire entre les élus de la communauté de communes qui ont en charge la santé publique des gens au niveau du territoire, et les professionnels qui sont les animateurs du pôle et qui ont la relation quotidienne avec les patients. Et donc, un autre point important, c'est que le pôle doit pouvoir améliorer la présence médicale sur le territoire, et donc il faudrait faire venir des médecins ou des kinés. Donc il faut que les tarifs soient, disons, attractifs. Et donc il faudrait qu'on trouve une forme juridique et fiscale qui réponde à tous ces critères. Et là, il reste quelque chose encore à inventer. Ce qui est un peu normal, puisque c'est un projet qui est nouveau, donc il y a encore des choses à inventer pour favoriser le fonctionnement de ce genre de structure. Un point important aussi que je voudrais souligner, c'est que le projet architectural, en fait, s'est appuyé sur le projet de soins. C'est-à-dire qu'on a d'abord élaboré le projet de soins, et ensuite le projet architectural est venu s'appuyer dessus. Et ça, c'est un message important pour tous les futurs pôles, c'est qu'il faut d'abord penser au projet de soins avant le projet architectural si on veut que ce soit cohérent et fonctionnel. Ça, c'est important. Alors, sans revenir sur la désertification médicale dont tout le monde est conscient dans nos régions, la volonté de se regrouper, bien sûr, en est la conséquence, mais le regroupement de plusieurs professionnels de santé différents, médecins, kinés, infirmières, médecins du travail, diététiciennes, ça apporte pour la population un plus par rapport au simple regroupement de médecins généralistes. Donc c'est pour ça que l'équipe en fait qui a élaboré ce pôle s'est progressivement étoffée, et donc on a pu étoffer et on a pu élaborer un projet pluridisciplinaire. Alors les grandes lignes de ce projet de soins sont bien sûr l'éducation thérapeutique, la prévention des TMS, les urgences avec une salle qui est dédiée et qui est individualisée par rapport au reste des cabinets, la délégation d'actes, l'accueil de vacataires. Donc c'est pour ça qu'on a des bureaux qui sont entièrement équipés et qu'on appelle clé en main, parce que le vacataire peut venir avec juste du petit matériel et commencer à travailler. Donc, et puis le même bureau peut être occupé par plusieurs vacataires. La permanence des soins, donc, qui est assurée donc, de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 8h à midi le samedi. Après, le reste du temps, ça rentre dans l'organisation départementale avec une gestion par le 15. L'accueil de stagiaires, qui est importante justement, comme vous le disiez, pour la formation et donner l'envie aux médecins de devenir médecins généralistes, aux étudiants en médecine de devenir médecins généralistes. C'est important pour leur formation, pour leur donner l'envie. On accueille donc des internes en médecine générale, et on accueille aussi, donc, depuis l'ouverture du pôle, des externes. Donc on leur fait découvrir
la médecine générale dès le début de leur cursus. Et on élargit encore leur horizon puisqu'on leur permet... Docteur, je vais te demander d'aller vite. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Juste d'autres petits points encore, c'est que le pôle de santé n'est pas une structure isolée dans Orbec, puisqu'on a fait une charte et qu'on collabore avec tous les autres professionnels. La structure a déjà permis, grâce à la venue de 2 jeunes consoeurs, de maintenir la présence médicale. La situation est encore fragile, bien sûr. Nous travaillons tous à flux tendu et il est parfois difficile de répondre rapidement aux demandes de rendez-vous. Donc cette structure qui a été réfléchie donc avec les élus et qui, donc, comme je le disais, est prévue clé en main, répond aux attentes des jeunes médecins et elle devrait augmenter la présence médicale et paramédicale. Les nouveaux venus auront tout de suite du travail et l'augmentation des effectifs nous permettrait de réaliser plus facilement le projet de soins pour le bien-être de la population. Bon, docteur, d'abord, ce que vous avez fait à Orbec est formidable. C'est un exemple qui devrait être suivi. J'ai conscience parfaitement que l'exercice groupé des professionnels, pas simplement des médecins, des professionnels de santé, c'est une demande de ces professionnels. Il y a 20 ou 30 ans, chacun voulait s'installer seul, voire avec un confrère. Maintenant, l'exercice regroupé, qui met fin à un sentiment d'isolement face à la responsabilité et aux problèmes de formation continue, à la complexité des pathologies. C'est quelque chose vers laquelle nous allons. Nous avons prévu un programme national d'ici à 2012 de 250 maisons de santé, dont l'État finance 35% de la nécessité de l'argent pour investir et pour la créer. Mais j'ai conscience de la lourdeur du dispositif et du fait qu'il n'est pas adapté. Il faut 3 à 5 ans pour obtenir l'autorisation de faire un pôle de santé. Fantastique, notre pays, qui au fond prime ceux qui restent dans les habitudes et qui font un parcours du combattant de 3 à 5 années pour être sûr de tester la volonté des professionnels de santé qui décident, avec les élus, d'exercer en cabinet ou en pôle regroupé. Alors, je crois également qu'il faut qu'on arrête le bricolage, et notamment le bricolage juridique, entre associations, SCM, SCP, CEL. Toute la créativité administrativo-juridique s'exerce pour avoir un système qui, de toute façon, ne convient pas et doit être bricolé. Car non seulement on a quantité de structures juridiques possibles, mais de surcroît, aucune ne convient vraiment à la difficulté première qui est l'existence de statuts divers entre les professionnels d'un pôle. Bon. Donc, avec Xavier Bertrand et Nora Béran, on en est tout à fait convaincus, nous allons vous proposer un nouveau véhicule juridique adapté à la diversité des situations pour les pôles de santé regroupés comme le vôtre. S'il faut un texte législatif, nous le ferons, et nous passerons alors par une proposition de loi portée par le sénateur Fourcade qui nous permettra de faire voter dès les premières semaines de 2011 un nouveau statut juridique adapté à la situation de vos pôles. Vous vous rendez compte, hein? C'est pas une petite... Au fond, ce que vous m'avez dit, il n'y a pas de structure juridique adaptée, c'est extrêmement compliqué, il y a plein de sujets qui restent, on en a parlé, ne rentrons pas dans le détail. Donc, Xavier conduira la négociation avec vous et nous avons un véhicule législatif possible, première semaine de 2011, pour une nouvelle structure juridique. Enfin, je le dis à M. Lancry, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie, avant le 1er juillet 2011, nous voulons des portes d'entrée
unique, opérationnel, pour tous les professionnels de santé qui voudraient créer un pôle de santé avec les élus. Hein, que ce soit pas parce que le parcours du combattant est fantastique. Hein. Il n'y a qu'à voir la plaque magnifique à l'entrée de votre pôle. Hein, ce qui montre... Eh bien maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Un nouveau véhicule juridique pour vous et un guichet unique au sein de l'agence régionale pour tous ceux qui veulent faire un pôle de santé. Ce guichet unique, en place avant juillet 2011, le nouveau véhicule au Parlement, première semaine de 2011. Voilà. Ce qui veut dire que les délais pour réunir un pôle de santé vont être considérablement améliorés. Et j'aimerais qu'en France, au lieu de compliquer la vie des plus dynamiques et des plus innovants, on la favorise. Hein? J'admets que c'est très compliqué, j'admets que... Et je pourrais prendre bien d'autres exemples. Hein? Les enseignants, ces instituteurs ou institutrices, ces profs formidables de dévouement, qui font des classes vertes, des classes de découverte, ou qui ont l'idée formidable d'emmener les enfants visiter un lieu, on leur dit « Mais mon Dieu, avez-vous pensé à l'assurance? Et s'il y a un attentat sur le chemin, c'est votre responsabilité qui sera engagée. » Et on fait pas. Donc, moyennant quoi, il vaut mieux pas faire. Puis il n'y en avait pas. C'est le maire qui essaye de s'en sortir pour son village en prenant des initiatives et qui, en cela, se retrouve un jour devant les tribunaux administratifs parce qu'il n'a pas respecté le règlement 99 de la fiche 118 du tome dans un pays où nul n'est censé naturellement ignorer la loi, où c'est les professionnels de santé qui se battent pour créer le pôle que vous avez créé, et un jour on viendra vous contrôler et on dira mais comment vous avez osé ne pas respecter à la lettre et à l'esprit tel règlement. Donc il faut maintenant vraiment changer de braquet, comme disent les cyclistes que j'aime tant. Donc une nouvelle structure, hein, et un guichet unique. Et je pense que comme ça, Orbec sera imité et dupliqué, monsieur le maire, qui, j'en suis sûr, ne vous étonnera pas. Merci, Président. Ce pôle de santé, il a une originalité par rapport aux maisons de santé, c'est que c'est une structure pluridisciplinaire. Et donc, si vous le permettez, je vais donner la parole à Isabelle Alvino. Elle a toujours été très engagée dans l'action syndicale, puisqu'elle a été présidente nationale du syndicat départemental du syndicat des infirmières libérales, et elle est actuellement présidente du conseil régional de l'ordre des infirmières. Monsieur le Président, les infirmières et les infirmiers représentent un potentiel de développement considérable pour la médecine de proximité et les soins de premier recours. Nous sommes 500 000, nous sommes de loin les professionnels les plus nombreux. Nous avons des compétences très variées, on nous retrouve dans tous les domaines de soins, de prévention et d'éducation. Nous avons des qualités reconnues de disponibilité et d'humanité envers nos patients. Nous pensons que ce capital infirmier devrait être utilisé plus largement et plus efficacement dans notre système de santé. Ce regroupement de professionnels médicaux et paramédicaux sur un projet de santé donné, sur un territoire donné, et pas exclusivement sous un même lieu, appelle de nouveaux modes de fonctionnement. Aux consultations et aux actes isolés de chacun doit s'ajouter un travail d'équipe pluridisciplinaire de soins qui implique un système d'information partagé, du temps dévolu à une nécessaire coordination entre professionnels pour une meilleure prise en charge du patient et du temps dédié à la prévention et à l'éducation. Les infirmiers et les infirmières sont prêts à assurer leur rôle dans ce domaine, mais pas uniquement sous forme de délégation médicale. Monsieur le Président, ma première question est donc: quel mode de financement adapté et opérationnel pourrait rendre possible ces nouvelles manières de travailler ensemble? Je voudrais brièvement attirer votre attention sur les problèmes de compétences reconnus aux infirmières. Ces compétences sont aujourd'hui énumérées par un décret d'acte. Madame Elisabeth Hubert a d'ailleurs souligné que son contenu est nettement plus limitatif et plus restrictif que ce qui est pratiqué dans des pays dont le système de santé est cité en exemple. On pourrait parler des pays scandinaves ou du Québec. Ce décret est en fait souvent interprété de manière restrictive par les autorités de santé et par le corps médical.
qui méconnaissent la réalité quotidienne de notre exercice infirmier. La loi HPST, en voulant pallier à ces restrictions et pour tenter de répondre aux besoins, a prévu une procédure extrêmement lourde dite de coopération interprofessionnelle, qui aboutit dans les faits à consolider la vision tronquée de ce qui devrait être notre exercice normal de compétences, en se référant simplement au décret d'acte lui-même. Il n'est pas interdit dans nos textes de faire des consultations infirmières et l'éducation thérapeutique fait partie de notre rôle propre. Au-delà de ces premiers pas indispensables, ma dernière question, Monsieur le Président, est la suivante, c'est-à-dire la reconnaissance de notre décret d'acte dans son ensemble. Ma dernière question est la suivante. Pourrions-nous réfléchir à une évolution juridique qui permettrait aux infirmiers, dans des conditions bien sécurisées, de répondre aux besoins des patients de manière plus souple, plus appropriée et plus efficace, comme cela se pratique déjà dans les pays les plus avancés? Je vous remercie, Monsieur le Président, de ces deux. Oui, on ne peut pas dire que c'est deux petites questions, hein, quand même, parce que... Alors, c'est même un sujet très, très, très complexe. Je vais essayer de vous répondre en me faisant comprendre à mon tour. D'abord, sur le demi-million d'infirmiers et d'infirmières de notre pays, j'avais pris un engagement avec vous, c'est le LMD. Non, mais plus personne ne m'en parle. Mais, ah oui, c'est fait, d'accord, ok. Bon, mais convenez, Madame Alvino, que si ça n'avait pas été fait, votre intervention n'eût pas été exactement la même. Hein? Moi, j'ai toujours pensé que les infirmières, c'était niveau licence, parce qu'il y avait les 4 années de formation. Dans ma campagne présidentielle, je ne pouvais pas aller dans un endroit sans que les infirmières me rappellent cela. C'est fait. De même qu'est fait le statut catégorie A, alors qu'elles étaient catégorie B pour les infirmières à l'hôpital. Non, mais ça a l'air de rien tout ceci, mais en termes de pouvoir d'achat pour les infirmières, c'est considérable. Il est vrai également que j'ai dit aux infirmières, si vous passez de B en A, vous allez être payé mieux, ce qui est tout à fait nécessaire et tout à fait justifié, mais au lieu de partir à la retraite à 55 ans, on partait à la retraite à 60 ans. On ne peut pas, enfin je veux dire, avant la réforme que nous avons faite, on ne peut pas avoir les avantages du statut A sans en avoir les contraintes. Et je crois que de ce point de vue, la situation des infirmiers et des infirmières dans notre pays s'est beaucoup améliorée du fait de la reconnaissance du processus LMD. Alors maintenant, vous posez un sujet extrêmement délicat qui est celui du transfert des compétences. Enfin, je m'en explique. Il y a les médecins, il y a les infirmiers, et puis il y a les aides-soignantes. Bon. La vision que j'ai, ne m'en veuillez pas, de la société française, c'est je voudrais une société où la promotion soit possible. Vous comprenez? Où tout le monde puisse être aspiré vers le haut, où tout le monde considère que le seul vertige est celui vers le bas. Que des aides-soignants puissent avoir un travail qui parfois leur permette de devenir infirmières. Que les infirmiers et infirmières puissent faire un travail qui parfois leur permette de devenir médecins. Est-ce que je me fais comprendre? Non mais, dès qu'on a 3 cm de gazon, on met une barrière chez nous. Pour dire, ça c'est chez moi. C'est pas chez toi. Mais dans le lit, il y a un malade qui a besoin de professionnels de santé divers. Voilà. Donc, sur ce sujet, Xavier va engager la concertation avec vous. Il amène à un autre problème qui est, peut-on mettre sous la responsabilité d'un professionnel libéral un autre professionnel libéral? Ce n'est pas un sujet extrêmement simple. Nous allons donc travailler sur ces questions avec une validation de la Haute Autorité de Santé. On va en tirer ensuite les conséquences. Je suis bien conscient qu'il y a une aspiration de chacun à voir ses responsabilités augmenter. Et un deuxième sujet qui vient immédiatement, c'est la rémunération. Vous l'avez évoqué vous-même.
est la question du nouveau mode de rémunération. J'ai vu que le pôle de santé d'Orbec était candidat à une expérimentation de nouveaux modes de rémunération. Je ne me trompe pas, docteur. Bon. Je dis au directeur général de l'Agence régionale de santé comme au ministre Xavier Bertrand, je trouve que ça serait bien qu'on leur permette d'expérimenter de nouveaux modes de rémunération. Et d'ailleurs, je vous le dis en confidence, nous allons doubler les sites qui expérimenteront les nouveaux modes de rémunération. Hein, c'est lié, ce que dit Madame Alvino, et les nouveaux modes de rémunération. Hein, vous comprenez? Nouvelle coopération dans les compétences, nouvelle rémunération. Et oui, si vous avez d'autres compétences et d'autres responsabilités, il faut d'autres rémunérations. Alors, à la suite de l'excellent rapport d'Elisabeth, il y a eu tout un débat sur la rémunération des médecins, la rémunération à l'acte, pas la rémunération à l'acte, et qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, voilà que tout notre système était fondé sur la rémunération à l'acte, et tout d'un coup, parce qu'Elisabeth, à juste titre, pose la question que tout le monde se pose, est-il normal de payer la même consultation, celle du diagnostic, hein, celle où le médecin va passer beaucoup de temps pour savoir ce que vous avez, poser un diagnostic, et la consultation qui consiste simplement à reconduire le médicament, est-ce qu'on doit la rémunérer de la même façon? Il y a tout un tas de tâches qui sont des tâches de prévention, hein, qui ne sont aujourd'hui absolument pas rémunérées. Je veux dire que le médecin qui fait un travail de prévention de santé publique n'est pas récompensé par rapport à son confrère qui ne s'en occupe pas. Donc, incontestablement, la question de l'expérimentation de nouveaux modes de rémunération, sans abandonner la rémunération à l'acte, parce que si on abandonne la rémunération à l'acte, on abandonne la liberté du praticien, de son diagnostic, du traitement. Il n'est pas question de revenir dessus, mais je pense qu'on doit compléter cette rémunération à l'acte en tenant compte d'autres engagements du professionnel. Et pour ne pas se tromper, je vois l'attention de la salle, et pour ne pas se tromper, je pense qu'il est utile de faire des expérimentations pour voir comment ça passe. Donc, vraiment, je voudrais qu'Orbec puisse expérimenter cela, et nous prendrons, avec Xavier Bertrand et Nora Béra, des décisions sur les nouveaux modes de rémunération en 2011. Je voudrais... Parce que j'ai très mal vécu l'affaire du 23 €. Parce que j'ai considéré que c'était presque humiliant pour les uns de demander alors que ce n'était pas le problème. Mais en même temps, nous, quand on l'a donné, c'est 230 millions de plus. Hein, je voudrais que vous compreniez. Et j'ai fixé à Xavier Bertrand et à Nora Béra une règle: on respectera l'ONDAM. Hein, c'est-à-dire que l'ONDAM, vous savez, c'est la ligne d'augmentation des dépenses pour l'assurance maladie. On l'a fixé à 2,9 pour l'année prochaine. 2,9. Cette année, 3. Quand on dit qu'on fait des économies sur la santé, c'est inadmissible. C'est pas vrai. Ça augmente comme ça. Bon. Donc il doit, parce qu'on ne va pas devenir un pays qui va tendre la main. Vous voyez bien ce qui se passe ailleurs. Il faut être sérieux dans la gestion des comptes. Et on n'a pas fait la réforme des retraites pour un autre côté, dépenser sans compter. Mais à l'intérieur de cela, je suis parfaitement conscient du problème de la rémunération. Et on ne peut pas réduire tous les 5 ans la discussion entre les pouvoirs publics et les professionnels sur le C ou sur le 23 €. C'est pas possible. C'est humiliant pour vous, c'est pas satisfaisant pour nous, et en plus, ça ne fait pas de la pédagogie de l'économie de la santé pour le pays. Donc on va garder la rémunération à l'acte comme base, mais on va sans doute élargir les possibilités de rémunération d'un professionnel en fonction de tâches très utiles
pour la santé publique qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte. Voilà. Hein. Et naturellement, en posant ça, on va poser la question de la répartition des compétences, qui est, à mon avis, aujourd'hui vue de façon trop sectaire, trop administrative, et ne tenant pas assez compte, Madame Alvino, de la réalité du quotidien des choses. Voilà. Hein. Voilà la réponse. Je ne veux pas aller plus loin parce que si je vais plus loin, je percute le processus de concertation que va engager Xavier. Mais la porte, vous avez bien compris, docteur, elle est ouverte, il n'y a pas de tabou. Donc on va avancer là-dedans aussi. Et de toute façon, pour le statut social et économique du professionnel de santé, on ne peut pas avoir de tabou sur la question de la rémunération, qui ne peut pas être simplement j'augmente en faisant la même chose. Non. Je diversifie en diversifiant mes compétences et mon rôle. On se comprend comme ça, hein? Ça correspond à une responsabilité aujourd'hui qui n'est pas reconnue et qu'on va reconnaître dans la rémunération. Et qui nous permettra de sortir de l'enfer, du carcan, du prix de la consultation. Même si je reste attaché, je le dis formellement, au paiement à l'acte, qui n'est pas question d'abandonner. Hein. On ne va pas fonctionnariser la totalité de la médecine française. Hein. Il n'est pas question. Voilà. Merci, Président. Vous avez parlé... L'essentiel de la table ronde sur la médecine de proximité, Nicolas Sarkozy qui fait de la revalorisation de la médecine générale une priorité absolue. Il a promis des premières mesures avant la fin de l'année et a affirmé que toutes les décisions concernant la médecine de proximité seraient prises avant 2011. Nicolas Sarkozy qui a également annoncé une proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Fourcade sur le nouveau statut juridique des pôles de santé. Une proposition de loi qui sera examiné par le Parlement durant la première semaine de janvier. Nous reviendrons sur ces mesures dans nos éditions de 19h et de 22h. Dans quelques instants, il est 13h, l'heure du journal d'LCP Assemblée nationale. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Cécile Duflot sera...